Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale. Célébration de la journée internationale de l'alphabétisation. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Russie, des résultats préliminaires encourageants pour le vaccin russe. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, la journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée ce matin au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, le ministère de la femme et de la famille. Une journée riche en couleurs avec des danses folkloriques et traditionnelles. La journée a commencé par une projection des bilans annuels de la réalisation de la lutte contre l'analphabétisme dans notre pays. L'alphabétisation, vecteur essentiel de l'accès à la lecture, l'écriture et le calcul et concepts à travers lesquels il souhaite rendre possible l'accès du plus grand nombre de la lecture constitue une priorité nationale du gouvernement. La cérémonie a été présidée par la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Belil, et a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Belil, qui a rappelé combien la crise sanitaire due au Covid-19 a mis en mal les enseignants et apprentissages de l'alphabétisation. L'occasion pour elle de souligner le rôle de l'éducateur et l'évolution des pédagogiques. Elle a rendu hommage au ministère de l'Éducation ainsi que le ministère de la Femme et de la Famille, de la Solidarité, qui sont des partenaires précieux dans la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle. Écoutons-la. Qui nous réunit aujourd'hui est un moment de partage, de convivialité, mais aussi de réflexion, d'analyse de la situation et de prise de décision dans le combat que nous menons contre l'ignorance. S'il est avéré que notre combat est juste, il n'en demeure pas moins de ce dernier a également aux prises avec des obstacles majeurs face auxquels certains d'entre nous risquent de baisser le bras. La situation sanitaire très préoccupante que nous avons traversée a certes partiellement affecté le cours de nos actions, mais notre engagement pour l'éradication de l'analphabétisme se poursuivra. À ce titre, nous avons contribué à la rédaction d'une proposition de stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle avec le ministère de la Femme et de la Famille. Ce dernier a donc rejoint nos deux anciens partenaires MENFOP et MAS, et nous comptons avec l'arrivée du MFF pour pouvoir élargir notre cible avec la prise en charge d'un public nouveau, en l'occurrence les adolescentes déscolarisées, dans le but de mieux les préparer à l'insertion dans la vie professionnelle. Un volet tout aussi important à l'autonomisation de la femme, à l'autonomisation des apprenantes, seront également intégrés au cours de ce programme. Cela concernera la planification familiale, la santé de la reproduction, les droits des femmes, le développement de l'entrepreneuriat. L'alphabétisation de nos concitoyens dans les 61 centres mis à la disposition par le MENFOP sera par conséquent optimisée. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a mis en lumière l'importance de l'alphabétisation pour le gouvernement, qui voit un facteur décisif dans la démocratisation de la culture et un outil de promotion de la population, mais aussi d'intégration sociale. Il a assuré que la mobilisation de l'État se poursuivra malgré les aléas de la vie et les crises sanitaires ou autres, qui rappellent plutôt que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. L'alphabétisation est un facteur d'intégration et de cohésion sociale. Avec près de 3000 livres fournis l'an dernier,
le soutien indéfectible de mes services techniques, l'implication de mon département à la réussite de ces projets est désormais inscrite sur notre feuille de route. Les établissements scolaires ainsi que le personnel d'encadrement mobilisé resteront, Inch'Allah, à la disposition des apprenantes et nous vous rassurons, Madame la vice-présidente, Madame la secrétaire générale de l'UNFD, que, Inch'Allah, nous augmenterons le nombre en fonction de vos besoins. La mobilisation de l'État trouvera donc une illustration très concrète dans la réussite de ce programme et sa contribution ne sera en aucun cas remise en cause. Soyez rassurés encore une fois, Madame la vice-présidente, que mes collègues, Madame Moumina et bien sûr Madame Mouna et moi-même poursuivrons à vous accompagner dans ces projets d'intérêt national. En outre, nous ne devons pas perdre de vue que le combat pour l'accès de tous à la lecture n'est pas encore terminé pour les personnes, bien sûr, dites valides et a fortiori pour les personnes à mobilité réduite. Beaucoup de personnes sont encore privées des plaisirs de lire et donc je m'associerai à l'UNFD à cet égard pour explorer les possibilités qui nous sont offertes dans la prise en charge également des personnes analphabètes et handicapées. L'UNFD est une ONG qui œuvre beaucoup en faveur de la culture sous toutes ses formes. Le succès non démenti depuis 1977 de la lutte contre l'alphabétisation illustre cette ambition de promouvoir l'accès au savoir et de sensibiliser des publics de tout âge. Les résultats qui viennent de nous être présentés nous rappellent à quel point notre vigilance doit être alertée. Les propositions avancées par l'équipe d'alphabétiseurs concernant le recours à d'autres formes de diffusion du savoir, lire, écrire et compter seront bien entendu explorées et réalisées dans les meilleures conditions possibles. Je salue enfin les organisateurs de cette journée, avec à leur tête Madame Hassana, vice-présidente de l'UNFD. La célébration de cette journée est une tradition pour nous tous et donc une occasion de nous engager plus fermement dans l'atteinte de nos objectifs d'éradiquer l'analphabétisme dans notre pays. Et enfin, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a rendu hommage au chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a inscrit le programme dans la feuille de route de l'action gouvernementale. Elle s'est dit heureuse des résultats obtenus depuis les années 2000, qui sont forts quant à l'efficacité de cette politique menée à tambour, à battante. Écoutons-la. L'alphabétisation est un programme national qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui a toujours en tête de dire, de penser aux populations pour des raisons diverses et variées ont été exclues du programme ou du système existant en République de Djibouti. Il souhaite donner la chance à toute personne, homme comme femme, jeune comme vieux, d'accéder à l'éducation et à l'instruction. Donc ce programme existe depuis un certain nombre d'années, mais ces 4 dernières années, l'effort a été doublé, car il y a quand même 3 départements ministériels qui se sont mobilisés pour atteindre un objectif, faire en sorte qu'à court terme et à moyen terme, l'analphabétisme disparaisse du paysage djiboutien. L'institution la mieux placée en République de Djibouti, comme vous le savez tous, qui a contribué à la cohésion sociale, au bien-être de la famille, au développement, à l'autonomisation économique de la femme, et bien sûr l'association, l'ONG, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est l'ONG pionnière, je dis bien pionnière, bien avant l'indépendance, qui s'est penchée sur ces questions et sur ces maux de la société. Je voudrais m'adresser aux personnes que nous ciblons à travers ce programme, aux femmes, aux hommes, aux jeunes, qui n'ont pas eu l'occasion et l'opportunité d'aller à l'école pour apprendre à lire. Aujourd'hui, je vous demanderai de saisir cette opportunité que le gouvernement vous tend pour pouvoir sortir, pour pouvoir savoir lire et écrire. Cette lecture et cette écriture va vous permettre d'acquérir à l'autonomisation économique, et cette autonomisation économique vous permettra de contribuer pleinement au développement de votre pays.
Voici les quelques réactions recueillies par notre équipe lors de la journée internationale de l'alphabétisation qui a été célébrée ce matin, rappelons-le, au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La journée étant une journée internationale, elle a pour objectif de concrétiser en fait et de montrer au monde entier que Djibouti n'est plus au stade là où on était concernant l'analphabétisation. On est en cours de sortir de l'obscurité pour aller à la lumière. Donc en gros, j'allais dire que cette journée est très importante au sein de notre pays. Autant qu'enseignante, j'allais dire que je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés, mais au contraire, j'ai acquis beaucoup de connaissances, d'expériences durant les deux sessions dernières. Elles étaient riches. D'abord, j'allais dire personnellement que quand on enseigne des personnes adultes, c'est beaucoup plus mieux que lorsqu'on enseigne des enfants ou j'allais dire des adolescents. Parce que les personnes adultes sont des personnes avant tout responsables. On enseigne de mamans, je vais dire rarement de pères, mais souvent de mamans et de jeunes personnes. Donc c'est des personnes déjà responsables. On n'a pas besoin de dire vous vous levez d'ici pour aller vous asseoir là-bas. Il n'y a pas de cri dans la salle de classe, mais on est plutôt dans le calme plat et le cours est conçu clairement. Santé à présent, la base logistique du PAM 6 à PK20 a abrité hier une cérémonie de remise des 2 ambulances et près de 600 cartons de médicaments offerts par le HCR aux autorités publiques dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, à savoir M. Moumin Ahmed Cheikh et M. Mohamed Ouassama Dirié, ainsi que le représentant du HCR à Djibouti, M. Sakor, ont parrainé cette importante cérémonie. Ce don s'inscrit dans le cadre global d'action en faveur des réfugiés et en particulier l'inclusion des réfugiés dans le programme national de santé et la riposte au Covid-19 à Djibouti. L'occasion pour le représentant du HCR de souligner les efforts remarquables du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Il a rappelé combien ces équipes ont travaillé main dans la main pour mettre en place le plan national de riposte contre le Covid-19. Ce plan qui prend en compte les réfugiés car c'est un engagement de l'État de Djibouti a pris depuis la déclaration de New York. Il a rendu hommage aux autorités publiques qui ont offert des soins de santé à tous les réfugiés souffrant des maladies au même titre que les nationaux et c'est dans les villages des réfugiés de Ali Sedi, Hol, Markazi ou même dans la capitale. C'est à ce titre plutôt que le HCR a apporté cette modeste contribution composée essentiellement des médicaments et d'ambulances pour renforcer la lutte contre le Covid-19. Autre actualité nationale, le président de la région somalienne de Galmout, M. Ahmed Abdi Karié, a quitté le pays ce matin après avoir effectué une visite de travail à Djibouti. Rappelons-le, il a été accompagné à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, et l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden. Rappelons que lors de son séjour, M. Karié avait rencontré plutôt le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, où les discussions avaient porté sur les derniers développements survenus en Somalie et dans la région de Galmoud. Dans le cadre du projet de renforcement de la capacité opérationnelle de la garde-côte, le colonel Waes Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a pris part lundi dernier à une réunion de travail en vidéoconférence avec le directeur du département des infrastructures et management de la JICA, M. Atuchi Nagawa et M. Toru Togawa, le représentant résident du bureau de la JICA à la République de Djibouti et en présence, entre autres, du représentant de la société Future Engineering chargé de mener les études préparatoires du projet du comité conjoint de la garde-côte et de la JICA. La tenue de cette réunion virtuelle a été une occasion de se retrouver pour discuter des questions existentielles plutôt liées à la réalisation de l'étude préparatoire en vue de l'acquisition de 2 patrouilleurs de 35 mètres et d'un ponton flottant dans le cadre d'aides non remboursables. La JICA a alloué les efforts considérables de la collaboration professionnelle de la garde-côte djiboutienne, qui ne ménage aucun effort pour participer activement à la réalisation de ces projets. Dans un mot d'introduction à la réunion en visioconférence avec le représentant de la JICA et de la société Future Engineering, le colonel Waes Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a souligné que l'acquisition de ces matériels permettra de renforcer ses missions de sécurité et de sûreté maritime
tant à Djibouti et dans la région. C'est un immense honneur pour moi de prononcer aujourd'hui les mots d'ouverture de cette vidéoconférence sur la première enquête préparatoire du projet de renforcement de la capacité opérationnelle de la garde-côte djiboutienne pour assurer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien. La tenue de cette réunion virtuelle dans le contexte actuel de la pandémie dont sa circulation est toujours active dans le monde entier montre la volonté et la forte détermination de deux côtés, djiboutiens et japonais. La garde-côte djiboutienne s'est beaucoup impliquée dans cette étude préparatoire et s'engage parfaitement, comme ça a toujours été le cas, à multiplier ses efforts pour accompagner l'évolution des activités des études préparatoires pour aboutir à la concrétisation du projet d'acquisition de 2 patrouilleurs rapides de 35 mètres et de pontons flottants dans le cadre d'aides non remboursables. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler notre gratitude et notre reconnaissance au peuple et au gouvernement du Japon, frères et amis, pour leur soutien constant et leur foi inébranlable en notre pays et en particulier à la garde-côte djiboutienne. Il me tient également à cœur de rendre hommage au travail plein de professionnalisme de la JICA, agence japonaise de la coopération internationale, qui s'emploie corps et âme pour assurer la coordination et la collaboration avec nous pour un succès garanti de ces projets. Et dans l'actualité internationale, régionale, les inondations au Soudan provoquées par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Soudan ont fait près de 102 morts selon un nouveau bilan fourni lundi par la défense civile soudanaise. Le nombre des morts grimpe. Ainsi, dans le sud, un village entier à Tamria, situé au nord de la capitale du pays, est englouti, a déclaré la presse le colonel Abdul Jalil Abdul Rahim, porte-parole du Conseil national de la défense. Le nombre des maisons touchées par les inondations est en hausse et certaines d'entre elles se sont complètement effondrées, a-t-il ajouté. De nouvelles zones à Khartoum ont également été touchées par l'inondation du Nil dimanche et lundi. En Espagne plutôt, est le premier pays d'Europe à passer la barre des 500 000 infections au Covid-19, après une deuxième vague qui coïncide avec la réouverture des écoles. Le nombre des cas représente, rapporté à la population espagnole, une proportion environ 2 fois plus importante que celle de la France ou l'Italie. Depuis mars, les enfants retournent pour la première fois à l'école avec un masque obligatoire pour les plus petits de 6 ans. Et en Russie, je vous dis dans le titre, il y a quelques semaines, la Russie a annoncé la finalisation d'un vaccin contre le Covid-19, le SARS-CoV-2. Une étude préliminaire vient de publier des résultats encourageants. Selon cette étude, le vaccin déclenche bien une réponse immunitaire et n'a pas entraîné des effets indésirables graves. Le 11 août 2020 dernier, Vladimir Poutine a annoncé l'enregistrement d'un premier vaccin officiel pour lutter contre la pandémie du Covid-19, prévu pour la mise en circulation dès le 1er janvier. Ce vaccin nommé Sputnik 5 avait toutefois suscité la méfiance de nombreux pays et autorités sanitaires. Le même jour, l'OMS avait appelé à la plus grande prudence, déclarant être en discussion avec les autorités russes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et télévisés.